Premier podcast Osiris Investissement Bali. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick. Voilà, nous allons faire ce podcast à destination des gens qui ont envie d'acheter sur Bali pour essayer de mettre de la clarté dans toutes les informations que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux qui sont brumeuses, qui peuvent être erronées. Et donc, nous allons aborder un certain nombre de sujets, mais tout d'abord, peux-tu, Stéphane, te présenter et nous dire ton parcours en Indonésie et à Bali? Alors, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Stéphane Gantom, je suis en Indonésie depuis 18 ans. Exactement 8 ans passés sur Jakarta et j'ai déménagé sur Bali il y a 10 ans. Je fais de l'immobilier depuis 2010, donc ça fait 15 ans que je fais de l'immobilier en Indonésie et notamment sur Bali. Je parle couramment indonésien, ce qui me sert et vous servira sûrement à un moment donné si on se rencontre pour pouvoir faire vos transactions. Parce que le fait de parler la langue indonésienne, c'est vraiment un plus. Ça me permet notamment de lire les actes notariés dans cette belle langue et d'éviter les pièges. Alors, je vais te retourner la faveur, Patrick. Est-ce que tu peux présenter Osiris France? Alors oui, je vais présenter Osiris, qui fait de l'immobilier depuis plus de 35 ans. Tout d'abord, nous avons vendu des biens immobiliers situés en France à des résidents hors de France et ensuite des expatriés, comme on dit. Et ensuite, depuis 12 ans, nous commercialisons aussi des biens en Asie du Sud-Est, principalement Thaïlande et Bali, à des gens qui résident en Europe, en France, en Belgique et en Suisse, avec une spécificité pour les francophones que nous sommes. Voilà, nous avons eu toujours l'habitude d'accompagner nos clients dans leur parcours acheteurs-investisseurs, de la sélection des biens jusqu'à l'accompagnement pendant l'achat, jusqu'à la gestion immobilière du bien, le management comme on dit à Bali, la conciergerie comme on dit aussi. Donc voilà ce que nous faisons et voilà nous sommes présents donc, comme je le disais sur Bali depuis 12 ans. Par contre Stéphane, maintenant parle-moi un peu des sujets que nous allons aborder tout au long de ces podcasts que nous allons faire, qui ont pour but de mettre de la clarté. Effectivement, il faut apporter de la clarification et de la clarté dans cette confusion, puisque vous avez beaucoup d'informations sur Bali. On a énormément d'intervenants aujourd'hui sur différentes plateformes qui annoncent beaucoup de choses, et ça fait beaucoup d'informations à traiter. Donc on va avoir plusieurs types de sujets dans ces podcasts, et on les a en fait classés. Donc on va les aborder un par la suite sur nos podcasts. Donc il est vraiment important pour vous bien de vous abonner sur cette chaîne, de laisser un petit pouce bleu si vous avez bien aimé cette vidéo, pour pouvoir par la suite ne pas manquer un épisode qui va arriver sur un des sujets qui est super important à clarifier. On va parler dans un premier temps des types d'acquisition. Donc on parle de types d'acquisition en Indonésie, ce sont des termes anglophones que je vais vous donner, ce sont le leasehold et le freehold. Donc il va falloir aborder ce sujet-là pour savoir quels types d'acquisitions sont possibles sur Bali. Après, on va avoir un podcast qui va aborder, et ça sera sûrement le même, ça sera un seul sujet, type d'acquisition et mode d'acquisition. Alors on fait une différence entre les deux, puisque le mode d'acquisition, c'est est-ce que j'achète en nom propre ou est-ce que j'ai la possibilité d'acheter en société, l'équivalent de ce que vous avez avec les sociétés civiles immobilières, par exemple en France. Après, par la suite, on va aborder un sujet qui concerne les documents légaux à obtenir pour sécuriser votre investissement en Indonésie, l'acte notarié, un contrat commercial, est-ce que j'achète du fractionné en actionnariat, parce que ça aujourd'hui c'est un sujet qui est développé aussi. Comment est-ce que je suis protégé par rapport à ces différents types d'acquisitions. Les zones géographiques, alors on va parler aussi des zones géographiques, comment est-ce qu'elles évoluent, parce que historiquement, les zones se sont développées et on va dire que le tourisme s'est déplacé sur Bali, et aussi le
le type de séjour qu'on peut avoir parmi les touristes qui viennent sur Bali. Il y a une évolution, c'est-à-dire que les gens ne restent plus forcément au même endroit, mais ils bougent un petit peu tout autour de l'île. Donc ça, c'est important d'en parler et d'évoquer le sujet. Après, bien sûr, on parlera aussi du type de villa qu'il faut pouvoir choisir. Combien de chambres? Est-ce que le nombre de chambres est important par rapport à votre projet? Est-ce qu'il vaut mieux un type tropical, méditerranéen? Est-ce qu'il vaut mieux un séjour fermé, un séjour ouvert, une salle de bain ouverte, une salle de bain fermée? Ça, c'est tout un tas de sujets qu'on va aborder dans ces podcasts. Les questions que nous rencontrons de la part de notre clientèle que j'évoquais tout à l'heure qui vit en Europe, qui s'informe avant de faire une acquisition, un investissement, il nous pose différentes questions qui recoupent ce que vient de dire Stéphane. Par exemple, où dois-je acheter pour avoir un bon rendement? Où dois-je acheter si je veux m'installer sur Bali? Alors Stéphane, qu'est-ce que tu réponds Alors oui, où acheter pour avoir un bon rendement? Alors je vais vous dire une évidence, il faut acheter effectivement dans une zone touristique avec un fort potentiel d'attraction. Elles se déplacent. Généralement, elles sont situées au sud de l'île. Ou au centre. Ou au centre, oui, ou au centre, effectivement, pour certaines. Donc, je ne vais pas rentrer, mais c'est effectivement, on va dire, le sud de Bali, en général, qui est touristique. Et pour le rendement locatif, mais je comprends la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent des petites îles qui sont autour de Bali. Il y a l'île de Penida, Lembongan, Ceningan, les îles Gili qui sont en fait au nord-ouest de Lombok, mais les gens, quand ils parlent de Bali, ils nous parlent des Gili. Ça, c'est tout un tas de sujets qui sont intéressants. Mais maintenant, moi j'ai une petite réponse assez claire là-dessus, Patrick, c'est de dire aux gens, si vous voulez faire réellement du rendement locatif, il faut vraiment se concentrer et se focaliser sur l'île principale. Après, aller sur les autres îles, c'est encore une autre aventure. Dans les autres questions, mais là c'est des gens qui ont commencé à bien étudier leur dossier, mais il y en a un certain nombre. Il y en a qui nous parlent de zones roses, de zones jaunes, de zones résidentielles, de zones touristiques. Alors oui, ça c'est un sujet aussi qui est important parce qu'il y a une confusion aussi là-dedans. Bali est divisé en zones de permis de construire. Donc vous avez des permis de construire dans la zone jaune qui est résidentielle. Vous avez des permis de construire qui sont distribués dans une zone rose qui est en fait la zone touristique. Et vous avez même des zones qui sont mixtes maintenant. Donc, en fait, ce sont des zones commerciales, donc pour des magasins et aussi des villas. Donc il y a 3 zones à savoir. Après, il y a bien sûr la zone verte sur laquelle on ne peut pas obtenir de permis de construire. Mais là où la plupart du temps il y a de la confusion, c'est que lorsqu'on veut faire du rendement locatif, il y a certaines zones jaunes résidentielles dans lesquelles vous pouvez faire du revenu locatif. Et vous avez par contre certaines zones jaunes résidentielles dans lesquelles il va être très compliqué de faire du revenu locatif, tout simplement pour ne pas déranger les gens qui sont résidents à l'année ou des résidents locaux pour éviter qu'ils aient des voisins qui fassent la fête en permanence. Alors, quel type de villa dois-je acheter? Une 2 chambres, une 3 chambres, une chambre, un appartement? Alors, oui, le type de villa ou alors le type d'appartement, nombre de chambres, là aussi pareil, ça va être en fonction on va dire, de ce que vous voulez faire en termes de projet. Est-ce que vous êtes une famille nombreuse? Est-ce que vous avez aussi envie d'utiliser la maison vous-même? C'est des questions qui sont tout à fait normales et naturelles à se poser. Maintenant, il est clair que moi, je vais dire un minimum de 2 chambres pour éviter de rentrer en concurrence avec les hôtels. Ce qui va bien sûr et bien entendu éliminer les appartements parce que les studios, je trouve que dans ce cas-là, vous allez rentrer en compétition avec les hôtels et dans ces cas-là, c'est pas forcément très positif de penser à ça. Vous allez aussi avoir des problématiques sur un appartement de légalité et de documents légaux. Donc ça fera partie aussi du podcast sur les documents légaux. Comprendre la différence entre l'achat simplifié d'une villa et l'achat compliqué d'un appartement sur lequel il est très difficile de vous protéger légalement. Alors, une autre question qui, elle, vient souvent, suis-je obligé de faire une PT-PMA pour acheter un bien immobilier sur Bali? Alors là aussi, ça fait partie des questions qui sont souvent posées. Puisque légalement, ça c'est quelque chose qui va faire peur à nos auditeurs, légalement, vous n'avez pas le droit de faire du revenu locatif à Bali.
Maintenant, tout le monde le fait, donc comment ils font? Est-ce qu'on est obligé de monter une société ou est-ce qu'il n'y a pas des solutions plus simples? Bien sûr qu'il y a des solutions plus simples. Vous pouvez confier votre bien à une société comme la nôtre qui fait du management locatif. Mais on développera ça bien entendu dans les podcasts en expliquant comment est-ce qu'il faut faire pour sécuriser le fait de faire du revenu locatif légalement en Indonésie. Aussi, d'autres questions portent sur les revenus de ces locations et leur imposition sur Bali, sur l'Indonésie. Oui, donc il y a beaucoup de choses aussi là qui sont dites, il y a beaucoup de confusion entre les taxes et l'impôt sur le revenu. En fait, c'est assez simple, vous avez 10% de taxe qui est une taxe hôtelière sur les nuitées. Donc lorsque vous faites de la location de villa, vous allez payer une taxe de 10%. Par contre, en fin d'année, vous allez bien entendu payer 10% d'impôt sur le revenu, voire 20% d'impôt sur le revenu dans certains cas. Là aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour regarder le podcast sur la fiscalité et comment est-ce qu'on fait pour déclarer ses revenus en Indonésie. Ça, c'est un sujet qu'il ne faudra pas louper. Voilà, on a fait le tour des principales questions qui reviennent, que l'on traitera. Donc, nous ferons donc ce podcast pour répondre à toutes ces questions et puis d'autres que vous allez nous soumettre. D'un point de vue pratique, dans ce podcast, nous vous donnerons un point de vue de spécialiste de l'immobilier à Bali, Stéphane, et un point de vue de spécialiste de l'immobilier en France et en Europe, donc moi-même, et de manière à bien faire comprendre qu'est-ce qui correspond à quoi entre Bali et vos lieux de résidence. Ensuite, nous aurons des invités. Nous inviterons des constructeurs, nous inviterons des juristes, nous inviterons des spécialistes du tourisme. On fera régulièrement des points d'actualité sur les hotspots, comme on dit, les hotspots touristiques, qui sont multiples, il y en a de nouveaux qui apparaissent, donc nous ferons des points d'actualité sur les projets et nous ferons aussi des points sur l'actualité législative quand elle existe. Par exemple, récemment, il y a eu un moment où on a parlé de stopper l'obtention de permis de construire sur Bali, ça a été reporté. Voilà ce que nous allons évoquer dans les prochains sujets. Oui, donc on abordera aussi bien entendu les sujets d'actualité. Vous avez aussi entendu parler du fameux moratoire sur les constructions. Pendant un moment, le gouverneur de Bali avait dit qu'ils allaient arrêter les constructions des hôtels, des villas et des clubs sur les plages. Donc ça, c'est des sujets aussi qui sont importants. L'actualité de Bali, vous la trouverez également sur la chaîne d'Osiris avec nous deux, avec Patrick et moi en ligne. Et il y a peut-être aussi une chose qui est importante pour vous auditeurs, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut investir à Bali. On va faire un petit peu un retour historique sur ce qui s'est passé sur le tourisme sur Bali. Il ne faut pas oublier, Patrick, que Bali en 1990, c'était 450 000 touristes. Alors, en 1990, en fait, Bali a commencé bien avant, puisque pour les plus vieux d'entre nous, d'entre vous, dont on fait partie, ça a commencé en fait dans les années 70. Bali a vraiment commencé dans les années 70 avec avec les surfeurs et on va dire la période hippie. Donc ça a été la première période touristique de Bali. Après, dans les années 90, on a Bali qui a commencé à accueillir aux alentours de 450 000 touristes internationaux par an. Et puis voilà. Et puis là, d'un seul coup, on est passé en 2019, juste avant le Covid, on est monté jusqu'à 6,28 millions de touristes par an. Et aujourd'hui, en 2024, on a eu 6,3 millions de touristes. Donc aujourd'hui, on a vraiment un tourisme qui est revenu on va dire, qui est revenu en forme par rapport à la période de Covid qu'on a tous connue et qui nous a tous cloués à la maison. Et qui nous a tous, bien sûr, empêchés de venir dans cette magnifique île. Cette montée du tourisme correspond aussi à des qualités intrinsèques de Bali, c'est-à-dire la gentillesse des gens, la beauté des paysages. Mais je pense que tous ceux qui nous suivent en sont convaincus, ont entendu parler. Et c'est quelque chose de très fort. Et on parlera bien entendu des développements à venir, puisque vous avez peut-être entendu parler aussi du fameux aéroport du nord de Bali, qui va bientôt arriver et qui va forcément développer encore une fois le tourisme sur cette île qu'on appelle l'île des dieux.
Voilà, on parlera aussi de sujets comme est-ce qu'il y a beaucoup trop de touristes, est-ce qu'il y a du surtourisme à Bali, est-ce qu'il y a trop de construction sur Bali. Tout ça, ce sont bien sûr des sujets qu'on va aborder. Là aussi, on peut vous donner quelques chiffres. En 2023, Bali comptait 35 000 annonces sur Airbnb. Donc quand on connaît les chiffres, 6,3 millions de touristes internationaux qui viennent par an, sans compter aussi les 10 millions de touristes locaux qui viennent chaque année sur Bali. Alors quand je dis locaux, c'est les gens de Jakarta et de Surabaya et des îles aux alentours qui viennent sur Bali aussi en vacances, parce qu'il ne faut pas les oublier. Il faut aussi casser un petit peu, il faut casser des stéréotypes. Il y a beaucoup de gens qui vous disent que Bali ne vit que grâce au tourisme étranger, ce qui n'est pas la vérité, puisque vous avez 10 millions de touristes locaux pour 6,3 millions de touristes étrangers. Donc ça participe bien entendu, on va dire, à l'économie générale de Bali et de l'Indonésie en règle générale en tant que pays. Mais voilà, il faut savoir que ce tourisme-là est complexe et que c'est la raison pour laquelle nous avons voulu présenter ces podcasts et j'espère que ça vous intéressera. J'espère que vous serez nombreux à venir vous abonner et à venir nous regarder dans ces petites vidéos explicatives. On a fait le tour, Patrick ? On a fait le tour et on vous dit à bientôt. La sortie du prochain podcast est pour la semaine prochaine. À bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye.